Coopérer ou périr, c'est la phrase du jour. Et on va en parler ensemble. Est-ce que cette phrase est trop forte? Est-ce qu'elle est trop alarmiste? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est cohérente? Nous sommes avec Jérôme Begley, Geoffroy Lejeune, Olivier d'Artigol, Gilles William Goldnadel. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pris la parole cet après-midi lors de la COP27 en Égypte, devant près de 100 chefs d'État et de gouvernement. Il a lancé un message alarmiste. Et c'est ce message que nous allons essayer de décrypter, parce qu'effectivement, ensuite, il ne faut pas s'étonner que des jeunes gens bloquent le périphérique si, au sommet d'une organisation, on nous dit que nous allons périr. Et c'est pour ça que ce discours doit être décrypté. Écoutez Antonio Guterres. Les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité. C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Vous vous rendez compte la violence quand même des mots qui sont dites et qui sont dites à la planète. Donc de deux choses l'autre, ou ce qu'il dit est vrai, ou ce qu'il dit est volontairement alarmiste. C'est la situation climatique qui est violente. Non mais il faut d'abord partir d'un fait, c'est qu'aujourd'hui, au sein de la diplomatie et des relations entre États, le sujet ou les sujets climatiques sont de deuxième ou troisième importance. On pense d'abord à la guerre ou aux guerres aux portes de l'Europe ou dans l'Europe, d'autres guerres. On pense au commerce extérieur, on pense au ralentissement économique, on pense éventuellement aux migrations, aux flux migratoires, mais même si c'est très présent chez certaines générations, les problèmes liés au réchauffement climatique et à l'environnement sont en arrière de la main. Et que fait M. Guterres? Il dit, puisque cette COP, elle s'organise sous l'égide des Nations Unies, je vais montrer que c'est très 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 important. Voilà, alors c'est une petite phrase qui va tourner, qui va... C'est pas une petite phrase. C'est un slogan. C'est un slogan. Non, oui. Non, mais je dis pas que c'est pas important. C'est pas une petite phrase. Il essaye de frapper les esprits par trois mots. Oui, quoi, voilà. C'est arrêté. Voilà. C'est pas non plus frapper les esprits, puisque on on parle beaucoup du climat. Le tout est de savoir si ce qu'il dit est juste, s'appuie sur un constat scientifique. Les COP 21, les COP. Ça veut dire quoi, périr? Périr, ça veut dire que notre vie est menacée, la vie de la planète. Et vous pensez que c'est vrai? Je pense que les rapports se succèdent. Les COP, c'est comme une horloge. C'est-à-dire, régulièrement, les COP arrivent et les scientifiques, avec une certaine forme... Il y a 77 000 climatologues. Je termine juste parce qu'elle ne sera pas long. Les scientifiques nous disent qu'il y a une accélération du réchauffement climatique, que ce qui avait été indiqué... C'est pas long. Que ce qui avait été indiqué à la COP 21 de Paris en 2015, la trajectoire est plus rapide. Non, le scénario pessimiste n'aura pas lieu. Et que ça nous pose un certain nombre de questions. On peut quand même en discuter. La question qui est posée par M. Pro, c'est est-ce que le discours de M. Guterres, qui n'a pas le monopole de ce genre de discours, Jérôme, non, est ou non trop apocalyptique? Moi, en ce qui me concerne, je ne voudrais surtout pas passer pour un climato-sceptique. C'est ce qu'il y a de pire dans l'échelle d'aujourd'hui. Oui. Dans l'échelle d'aujourd'hui. C'est pire que xénophobe. Mais je vais m'essayer à l'humilité. Moi, j'invite les gens qui nous regardent à lire, par exemple, le bouquin de Stephen Conine. Ça s'appelle Climat d'incertitude. C'est pas n'importe qui, Stephen Conine. C'est le conseiller scientifique de Barack Obama. Et il explique certes qu'il y a un réchauffement climatique qui n'est pas le premier dans l'histoire de la planète, mais que par contre, le lien entre le rôle de l'homme dans ce réchauffement est loin d'être certain, et encore moins bien malin celui qui peut le quantifier. Mais ça change tout. Mais expliquer ça aujourd'hui, c'est inaudible. Moi, j'ai reçu ici, il y a quelques jours, quelqu'un qui a écrit un livre qui nous expliquait qu'en 1300, les massifs des Alpes étaient plus découverts qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est vrai. Le pré de Madame Carle dans les Hautes-Alpes. En 1300. Oui, c'est vrai. Mais quand même, il n'y avait pas de CO2. Est-ce que ça nous exonère d'agir quand même? C'est pas les plus gros pollueurs. Les plus hauts, quand même. Tu ne vas pas casser l'économie si effectivement le rôle humain est médiocre dans le réchauffement climatique observé. Ouais, mais quand l'économie mondiale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui casse à la fois
beaucoup d'hommes et un peu le climat, Voilà. ça c'est un autre Donc, sujet. effectivement, J'ai vu un dossier dans l'UMA aujourd'hui sur Amazon, c'est formidable. évidemment, si vous l'avez lu dans l'Humanité... Ah mais on peut lire. Moi je suis pour le pluralisme de la presse. C'est bien d'avoir tous les journaux le matin. Non, mais Y compris Valeurs Actuelles. Sauf, cher ami, qu'on peut le dire que c'est un journal militant. Qui poursuit un objectif. Des engagements. Qui poursuit un objectif. Et qu'en fait, cet objectif, c'est d'arrêter la société capitaliste. Mais est-ce qu'on peut s'interroger sur la forme actuelle du capitalisme? Mais on peut sûrement s'y interroger, cher Olivier. On a vu ce que font les autres régimes. Interrogez-vous sur les 50 millions de morts du XXe siècle. Interrogez-vous. Interrogez-vous là-dessus un jour. On n'a jamais dit que l'histoire était finie. Un jour. Interrogez-vous sur le communisme. Bien trompé. Plutôt que vous interroger sur le capitalisme. Revenons sur le sujet. Bah oui, évidemment, ça vous ennuie. Justement, Ça y est, Ça vous ennuie. Je comprends, il y a 50 millions de morts au tapis, donc ça vous ennuie. gêner Geoffroy. Il y en a davantage avec Ça le va gêner réchauffement vous, climatique. de ce côté-là, le sujet. Hein. Ça va gêner Geoffroy Lejeune qui est à mes côtés, mais Bon. déjà, il y a 2 ans, Geoffroy, Valeurs Actuelles avait sorti une livraison sur le sujet, et Figaro Magazine, qui vaut peut-être aller savoir l'humanité, expliquait il y a 15 jours, par aussi un grand scientifique, que les types du GIEC... Alors, il n'est pas question de contester le rapport du GIEC. Si on a dit GIEC, il faut... Bon, les types du GIEC avaient chanstiqué les résultats au nom de la justesse de la cause. Bah écoutez... C'est très important, parce que tout à l'heure, vous avez dit, Pascal, il y a 77 000 climatologues. 77 000. Mais c'est vrai, sauf qu'on écoute la moitié d'entre eux qui dit ce que dit M. Guterres, on n'écoute pas l'autre. Il y en a des dizaines et des dizaines, y compris, et William a raison de le dire, au sein du GIEC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous présente de manière biaisée en permanence. Et l'auteur que vous citez, c'est absolument passionnant, en effet, ce qu'il raconte. Et donc, en fait, ces gens... Comment s'appelle-t-il? Répétez son Stephen nom. Conine. Alors, Il sort un bouquin ces jours-ci. K-2-O-N-I-N. K-O... K2ONIN. Il est français? Non, il est américain, c'est le conseiller scientifique d'Obama, ça s'appelle Climat d'incertitude. Il a sorti un bouquin qui vient d'être C'est traduit chez en l'Artilleur. France. Absolument. Là, mais c'est la traduction. C'est un best-seller. Vous auriez dû me le dire avant. C'est un parce que- best-seller aux États-Unis. Oui. D'accord. Et nous, on n'entend pas ça. Et en fait, ces gens, vous avez raison de faire le lien, ont une Il est responsabilité. physicien. Ils ont une Traduit de l'anglais, il est responsabilité. physicien américain, ancien directeur du Center of Urban. Il est également professeur. Je ne vois pas que c'est l'homme de Barack Obama. Ah si, moi je vous le confirme. D'accord. Quand il était à la Maison Blanche. Et ces gens ont une responsabilité quasi criminelle dans la radicalisation de la jeunesse qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce que j'ai entendu ce week-end un militant de... non, mais je veux dire, c'est à cause de ce genre de discours. En fait, ils avalisent... Bien sûr, mais vous avez raison. Ils avalisent toutes les thèses. J'ai entendu ce week-end un gamin qui faisait un sitting dire dans 5 ans, il fera 50 degrés. Bien sûr, je l'ai entendu le même, mais on l'a passé. Non, mais vous Il y en a un dans 5... bien sûr. Alors, il ne 5 disait ans. pas dans 5 ans. Non, Il disait en 2050, Ouais, pardon. il fera 50 degrés à Paris. Mais sachez, vous faites un continuum entre les propos de Guterres et ceux qui bloquent les routes. Non, mais vous vous rendez on compte, peut ne pas aller Non, c'est jusqu'à lié. Mais c'est jusqu'à lié. cette étape-là. mais vous vous Il rendez y a aussi compte, des personnes qui peuvent réfléchir à ces sujets Non, mais non. sans se dire qu'ils vont vous empêcher de prendre un moment. Écoutez, Emmanuel Macron. C'est de la... Ne montez c'est de pas la- trop dans les... Emmanuel Macron. C'est de la religion en réalité. C'est ça. C'est une religion, bien sûr, Le mais débat bon. climatique a quitté les rives de la raison. Je ne le crois pas. C'est-à-dire que Je ne le maintenant, crois pas. on est Vous ne le sur- croyez pas? Non, je pense que ceux qui vont suivre les travaux de la COP pendant 15 jours et ceux qui lisent, qui regardent, etc., qui s'interrogent, qui se posent des questions, peuvent ne pas être des zadistes. Voilà ce que je crois. On est dans le Ça existe on est dans le encore. concours J'en ai de la prévision rencontré. la plus apocalyptique. J'en ai rencontré. Mais arrêtez. Écoutez, tous ceux qui ont sur ce sujet Oui. un avis différent sont bâillonnés. Ce sont des... Ils seront surtout pas là-bas. Non mais si... Ils seront surtout pas là-bas. vous n'êtes Ou à la pas- COP. Mais à la COP, il y a une diversité sur Ah non, non, il y en les a pas. réponses à Ah non, apporter. ah non, il y Et en a regardez pas. le débat aujourd'hui le sur les constat dommages et est- intérêts. Bon, le constat est Sur les identique. dommages et intérêts pour les pays du Sud, il y a un grand débat qui se lève là. Allez, écoutons Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui s'est exprimé aujourd'hui sur la COP27. Nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie. Et donc, l'ensemble des engagements tenus par les pays doivent se poursuivre. Pour les pays les plus riches, en particulier les pays européens dont la France, ça a été le dépôt de nos stratégies nationales conformément à nos engagements. Ça doit être maintenant le respect de celles-ci. C'est une ligne d'action qui est le Fit for 55 et le plan européen de réduction de nos émissions à hauteur de 55% de baisse pour 2030. Et c'est au fond une stratégie qui va beaucoup reposer sur la sobriété énergétique, sur
le développement accéléré des renouvelables et des solutions qui permettent de nous passer de manière durable des fossiles, comme l'accélération du nucléaire. Ce qui m'ennuie toujours, c'est l'instrumentalisation du climat qui est fait parfois, ou plus exactement de la météo qui est fait parfois. Cet été, il a fait particulièrement chaud, c'est incontestable. Il fait sans doute plus chaud qu'il ne le faisait il y a quelques mois, quelques années, c'est aussi incontestable. Mais l'instrumentalisation qui est faite de ça, notamment avec les forêts qui ont brûlé, c'est pas lié forcément à la chaleur. Il y avait beaucoup de pyromanes. Voilà. Et puis c'est surtout parce qu'on n'a pas mis en place des solutions. Etc. Par exemple, l'instrumentalisation qui est faite dans un sens et pas dans un autre. Est-ce que vous avez que cette nuit, des touristes ont été bloqués par la neige dans le col de Tende, TENDE. Personne n'en parle parce qu'on n'instrumentalise pas cette info. Mais si il y a 25 degrés le 11 novembre, elle est instrumentalisée. C'est ça qui m'ennuie. Ah non, mais je vous garantis que c'est ça qui m'ennuie. Voilà, c'est tout. Il y a eu quand même des événements. Oui. Et si l'année prochaine, oui. On vous dira que c'est le dérèglement climatique. Bien sûr. William, il y a eu quand même des événements climatiques cette année. Non, il n'y a pas de doute. Non, mais je suis d'accord. Mais il y en a toujours eu. 1500 ans, il y en a toujours eu. Mais il y en a toujours eu. Sur 1500 ans, il y en a toujours eu. Non, mais l'histoire des climats de l'an 1000 à nos jours d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Oui, mais je vous assure, et puis surtout, entendez, moi je reçois sur ce plateau d'autres gens qui ne sont pas n'importe qui, je n'ai pas d'avis, je n'aimerais pas vous voir écoute. basculer, de prendre le toboggan et vous dire qu'au final, sur ces questions-là, il n'y a pas de problème. Je ne dis Tout pas va cela, bien. je dis qu'en 1300, les massifs alpins étaient plus découverts qu'ils ne sont aujourd'hui. On peut tenir un discours un peu plus modeste contre les grands prêtres de l'Apocalypse sans être des hérétiques. Est-ce que c'est possible Et sans se faire insulter. Sur ce sujet comme sur d'autres. D'accord. Alors écoutez Emmanuel Macron cette fois-ci sur Twitter, parce que visiblement il demande aux uns et aux autres ce qu'ils en pensent, ce qui est peut-être une bonne chose. Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique? C'est la question que me pose Marie-Ange dans le courrier qu'elle vient de m'adresser, que je suis en train de lire. Comme beaucoup d'autres, c'est un courrier qui m'interroge sur ce que nous faisons face au défi écologique, qui est le défi de notre génération. Alors, je voulais vous proposer de m'adresser très directement vos questions sur ce sujet, soit par commentaire en suivi de cette vidéo, soit en postant vous-même une vidéo afin de me poser votre question, de me faire part de vos réflexions sur l'alimentation, le logement, les transports, l'énergie, etc., etc. C'est-à-dire tout ce que vous attendez du gouvernement et du président de la République sur le plan national, européen et international face à ce défi écologique qui est à la fois celui du climat et de la biodiversité. Et donc, j'attends vos questions et j'y répondrai dès la semaine prochaine, là aussi de manière très directe, pour essayer d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, à la fois la stratégie et les actions très concrètes qui touchent votre quotidien, celui de notre pays, pour avancer. Je vous remercie. William de Paris, je voudrais savoir pour quelle raison le gouvernement français a abandonné le nucléaire et du coup a carbonisé davantage la France. C'est une bonne question. C'est Olivier de Paris, j'aimerais savoir ce que vous avez fait concernant Alstom. Bon, c'est Pascal de Paris, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser une question. J'ai appris que les émissions de CO2 ont baissé, mais la raison principale, c'est qu'on a délocalisé notre industrie. Donc, en fait, on a délocalisé notre pollution, Monsieur le Président. Est-ce exact ou pas? S'il y a bien une chose. Ta question. Tu parles au Président de la République. S'il vous plaît. Est-il que vous ayez porté une chemise sans col roulé aujourd'hui? C'est en contraire à la doxa antérieure. Non, au contraire, il n'avait Non, pas mais s'il y a bien une chose qu'on connaît, c'est l'avis des Français sur ce sujet. Ah bah tiens. C'est ce truc, mais je sais pas. Ah oui, alors. C'est entre les sondages, Oui. les conventions citoyennes, Oui. les manifestations, les signatures, etc. On sait exactement ce que pensent les Français, surtout. Donc c'est pas la peine en plus de leur dire par Twitter, interpellez-moi, posez-moi des questions, j'y répondrai. Ce dont on a besoin, c'est d'une action, d'une décision politique, d'un courage politique dans un sens ou dans l'autre. C'est pas la peine de nous redemander 600 fois la même question. Faut demander à Anne-Marie Laborie, SVP 1111. Oui. Vous vous souvenez dans Oui, le temps, absolument, les dossiers de l'écran. Et comment s'appelait l'autre personne qui était le monsieur qui avait les lunettes? Pasteur, non? Non, alors il y avait Joseph Pasteur Il y qui avait animait, Joseph Pasteur. il y avait Alain Jérôme Alain qui Jérôme, animait Alain aussi. Jérôme, Il faudrait Il y mettre avait la toujours musique. quelqu'un. qu'on allait Il voir. y avait Anne-Marie musique. Laborie et il y avait également Il y avait un monsieur, oui, quelqu'un absolument, qui ça est un monsieur qui donnait Il faudrait mettre la SVP musique et les dossiers de 1111. l'écran derrière la vidéo.
Ah bah tiens, on va la sortir. Alors, est-ce qu'on peut sortir la musique des dossiers de l'écran? Je trouve qu'elle y va bien, exactement. Merveilleuse musique. Mais je le demande à Benjamin. Benjamin, il n'a pas connu les dossiers de l'écran. Vous savez que ça nous fait les dossiers de l'écran. Alors nous, ça nous faisait peur. Ah oui. C'était le mardi soir. On avait l'impression que c'était la fin du monde. Hein. Ah oui, là, le mardi soir, quand arrivait la musique des dossiers de l'écran. Bon, qu'est-ce que les Français... On allait se coucher. Oui. Oui. C'est un sujet grave. Ah oui, la bougie. Non. Mais un brin de laine vous entraîne, disait ma grand-mère. Vous êtes un brin de laine vous entraîne. C'est joli. C'est exactement ça. Vous partez d'un sens, aucune rigueur, aucune colonne vertébrale. Maternelle. Comment? Votre grand-mère maternelle, paternelle? Paternelle, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie? Question posée à... Qu'est-ce qui se passe? Je suis enrhumé, puisque vous voulez tout savoir. Oui, bah, d'accord. C'est sa façon de contester le réchauffement. Si vous pouviez vous moucher en dehors de l'antenne, cher ami, ça nous... Je ne connais pas les usages. Non. On se mouche pas sur un plateau. Les usages, c'est déjà de ne pas porter le costume que vous portez. Mais en revanche... C'est la jalousie. On en a eu un qui se Il grattait. cherchait l'occasion, ça lui s'est fait. On avait pas Bolivien qui se On grattait va le dos. écouter... C'est un homme qui ne sait pas se maîtriser. Qu'est-ce que vous avez changé sérieusement, Oui. qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie? Parole aux Français. Tous les gestes de base, tri des déchets, je fais attention à comment je circule, je fais attention à ce que je consomme, des choses comme ça. Je ne me sers pas de ma voiture pendant toute la semaine. Déjà, je ne prends plus l'avion actuellement. Je vis normalement, j'utilise très peu la voiture déjà. Je vends des pulls Made in France, donc je me dis que déjà professionnellement, je fais beaucoup. Je prends pas du tout les transports en commun. Je sais que c'est pas top, mais je vais au travail à pied, donc je pense que ça c'est plutôt pas mal. J'essaye d'utiliser le moins mon scooter possible, voilà. Je ne demande pas ce que vous avez changé dans votre vie. Je ne mange pas de viande. Oui, je suis désolé, ça c'est bien. Non mais sérieusement, vous avez changé quelque chose? Rien du tout, et je changerai rien du tout. C'est insupportable. Non mais c'est insupportable quand on sait de quoi on est responsable, nous personnellement, dans les émissions et dans le réchauffement, si vous voulez. C'est insupportable, ne serait-ce qu'on nous pose la question. Enfin. Bon, et ça va dans le sens de ce qui se passe aujourd'hui. Dernière rénovation qui fait parler de lui quasiment tous les jours. Eh bien, Le responsable était sur France Inter ce matin. Oui, responsable. C'est-à-dire qu'ils sont 12. C'était tapis rouge sur l'audiovisuel public de cette jeune fille ce matin. Pardon? Pourquoi t'écoutes France Inter? C'est une obligation civique. C'est un mot dont peut-être vous ignorez le sens. Donc, ils sont peut-être une forme de masochisme. Le périph' a donc été partiellement bloqué ce matin par des militants du groupe écologique Dernière Rénovation. La circulation a été interrompue au niveau de la porte de Briançon vers 9h. Brancion. Vous avez raison. Briançon, c'est dans les Alpes. C'est vrai que la porte de Briançon, c'est écrit, mais vous avez raison. Vers 9h, plusieurs membres du groupe se sont introduits sur la voie circulaire afin de déployer une banderole. Alors donc, vous voyez, ils sont 4. Oui, 10 tout. Ils sont 4, vraiment. Et on les invite, mais ils sont 4. C'est-à-dire, et on leur donne, je le dis tous les soirs, une formidable vitrine, puisque nous montrons ces images. Alors ce monsieur, manifestement, il n'est pas au mieux, mais j'espère que ça va mieux ce soir pour lui, en tout cas. Et je vous propose d'écouter une militante. Mais ce qui est drôle, si vous me permettez, parce que moi, c'est vrai que j'ai une petite tendance à sourire de certaines choses. C'est pas tant la militante qui parle qui va attirer mon attention, c'est que justement ce monsieur-là, qui est en position assise et que j'ai regardé avec attention. Je vous propose de voir l'image. Regardez. Du coup, là, on est 8 et on bloque le périphérique extérieur pour Dernière Rénovation, qui est une campagne de résistance civile qui vise à ce que le gouvernement agisse en matière de rénovation thermique des bâtiments pour lutter contre la crise écologique et sociale actuelle. Ils réussissent leur plan com. Oui, on est en flux tout le temps, tous les jours. Moi, j'en ai entendu un il y a quelques semaines qui disait qu'il devait avoir une vingtaine d'années, qui disait qu'il était comédien. Donc déjà, que je ne sache pas qu'à 20 ans, on est déjà comédien, déjà lancé dans la vie, etc. Il disait, comment puis-je monter sur scène, donner vie à des personnages alors que je sais que les marais s'assèchent et que l'Amazonie brûle. Oui, j'ai vu, oui. Et en fait, ce genre de commentaires, honnêtement, vous avez envie de leur supprimer les aides, les allocs, le chômage, etc. et de leur demander d'aller bosser. Bon, et M. Jadot trouve que c'est très bien la désobéissance civile. Écoutez-le. Bien sûr. Je les comprends parfaitement. On a aujourd'hui... vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de désobéissance civile. J'ai été responsable des campagnes de Greenpeace. Vous avez changé d'avis sur cette question? Non, j'ai pas changé. Non, on va y venir.
toute la désobéissance civile, par principe, elle est non violente. Ça n'a rien à voir avec les Black Blocs. Elle est non violente. Deuxièmement, elle se fait au nom et pour le droit. Quand Rosa Parks, dans les années 50, s'assoit et qu'on lui dit non, c'est des places pour les Blancs, ça s'appelle de la désobéissance civile. Et vous voyez, moi, ce qui m'ennuie, c'est toujours le 2 poids, 2 mesures. Ce week-end, il y a eu dans le département de la Creuse un enduro moto qui a été organisé. Et il se trouve que des activistes n'ont rien trouvé de mieux que de modifier la signalétique du rallye. Ouais, des gens sont perdus. Donc des gens se sont perdus et ont été en hypothermie et ça s'est mal terminé en pleine nuit et de ça. Il y a eu 2 blessés légers, etc. Des gens qui ont panne sèche de téléphone, ne pouvaient plus communiquer de ça. Bon. Si c'était d'autres activistes qui avaient fait ce type d'action, mais ça serait la une des journaux. Moi, imaginons par exemple que Génération Identitaire, les fameux, que j'ai souvent cités ici. Je les connais bien. Et comment ? Je les connais bien. Bon, que vous les connaissez. Mais les gens diraient, regardez ce qu'ils ont fait. Là, c'est silence total. J'apprends ça à des gens. Personne n'en parle dans la presse. Et je vous assure, cette antienne de répéter tous les soirs que mes confrères, ils n'ont même pas besoin de se parler les uns les autres. Hein. Il n'y a pas de censure dans notre milieu. Ils n'ont même pas besoin de se parler. Ils ont tous la même grille de lecture. C'est-à-dire que ça, on n'en parle pas parce que ça ne sert pas la cause. Et ça, on en parle parce que ça sert la cause. Voilà les médias aujourd'hui dans 9 cas. Les médias, vous avez raison, mais le raisonnement de Jadot est incroyable. Bon, le respect du droit, ça ne compte pas. Alors lui, il dit, je vais désobéir au droit pour respecter le droit. Mais moi, si demain, avec Geoffroy Lejeune au hasard, et puis M. Begley ou quelqu'un d'autre, on décide de fermer l'autoroute pour faire respecter le droit aux frontières, par exemple, vous verrez que M. Jadot me considérera comme un hors-la-loi et demandera à ce que je sois puni sévèrement. La pause. Il l'obtiendra certainement. On devrait le faire d'ailleurs, William. La pause. Juste pour le test. La pause, non, mais là, oui, la pause. C'était vraiment flippant. On a eu ça tous les mardis. Bonsoir à tous. Les dinosaures. Non, c'est toujours des sujets un peu. Guy Darbois. Exactement, Guy Darbois. Guy Darbois. C'est la musique. Je cherchais. C'est la musique, exactement. Incroyable. Guy Darbois. Il avait des lunettes, Guy Darbois. Ah, il en avait. Guy Darbois, on devrait avoir Guy Darbois. Guy Darbois, SVP. Guy Darbois, SVP. Beaucoup de questions ce soir pour notre invité, etc. Mathieu Devez. Gérald Darmanin se dit prêt à mobiliser l'argent qu'il faudra pour aider les sinistrés des communes touchées par des tornades. Il y a 2 semaines, dans les Hauts-de-France, des dizaines de maisons ont été détruites. En déplacement à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais, le ministre de l'Intérieur assure que l'État déboursera l'argent qu'il faudra pour refaire les voiries, l'église ou encore l'école. La lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité pour le gouvernement. Lors d'une visite avec Brigitte Macron dans un collège de Seine-et-Marne, Pape Ndiaye assure qu'il existe une prise de conscience du problème. Selon le ministre de l'Éducation, le programme de lutte contre le harcèlement a donné d'excellents résultats avec un meilleur accompagnement et une meilleure détection des cas. Au moins 15 000 décès en Europe sont directement liés aux vagues de chaleur de cet été. C'est une estimation de l'Organisation mondiale de la santé. L'été 2022 a été le plus chaud enregistré sur le vieux continent, provoquant de nombreux records de température et de dramatiques incendies. Je salue Geoffroy Roux de Bézieux qui nous écoute et vraiment je le remercie et il m'apporte une précision. Il dit: je viens d'écouter votre question au président de la République, c'est la différence entre les émissions carbone et l'empreinte carbone qui prend en compte les importations. Et ce qu'il faut faire baisser, c'est l'empreinte carbone. Donc quand je dis effectivement que nos émissions de CO2 ont baissé en France parce qu'on a délocalisé nos industries et que je conclus en disant qu'on a délocalisé notre pollution, de manière un peu ironique, effectivement, il faudrait prendre en compte l'empreinte carbone. C'est ce que nous dit. D'où l'idée de certains de baisser la consommation, puisque la décroissance de notre consommation ferait baisser notre empreinte carbone. Exactement. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce sujet. L'autre sujet du jour, et c'est très intéressant, c'est la dernière fois sans doute qu'on en parlera, c'est l'affaire Grégoire de Fournas, qui est retombée d'ailleurs. C'est très intéressant, ça s'est enflammé. Oh, ça a duré 5 jours, ça va. Oui, ça a duré 5 jours, mais je pense que ce sera un marqueur. Ouais. Ça sera un marqueur parce que les Républicains
manifestement ne représentent pas leurs électeurs. Quand ils se sont tous levés, je ne pense pas que leurs électeurs ont envie que les Républicains soient sur la NUPS, parce que c'est ça la réalité. Donc on verra les conséquences de ça. Ben oui, ils reprennent les éléments de langage de Jean-Luc Mélenchon, les Républicains. C'est bien, ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas compris comment il faut se positionner. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas cédé quand même. Hein. Oui, Nadine Morano. Retailleau, c'est... Ah si. C'est mixte. Il était solide quand même, je trouve. Hein. Oui, Et mais... aussi. Bon. Donc, Gilles Platret également. Et Platret, absolument. Oui, quelques-uns. Ils sont 4. Effectivement. Oui, ils sont pas beaucoup, mais M. Marleix, ils se sont tous levés Ouais, bien sûr. comme un seul homme. Bon, c'est formidable d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Et je vous le lis tout à l'heure. Il se trouve que j'ai le règlement de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Moi, je l'ai, le règlement. Il n'a pas du tout été sanctionné pour... Non, des... sur le fait que ça a créé du tumulte. Mais il a pas... Mais oui, mais pardonnez-moi, ou les propos sont racistes ou ils ne le sont pas, c'était ça. Mais pas sur ça que la sanction. Mais tumulte, ça veut dire quoi? Parce qu'il dit quelque chose, donc... Mais parce qu'enfin, vous n'êtes pas sérieux. Mais est-ce qu'on est d'accord sur le fait que... Écoutons d'abord Monsieur Grégoire de Fournas, et arrêtez de parler parce que vous parlez trop. Grégoire de Fournas, à tout de suite. Je ne vais pas démissionner pour la simple et bonne raison que le bureau n'a pas retenu ni le caractère raciste, ni l'injure vis-à-vis de mon collègue, mais a bien considéré qu'il s'agissait d'un propos politique et n'a retenu comme motif pour me sanctionner de la peine la plus lourde que le tumulte. C'est-à-dire le tumulte, vous suivez un peu l'actualité de l'Assemblée nationale, ça arrive à peu près tous les jours. Et donc je suis frappé de la peine la plus lourde. Ça n'est arrivé que 2 fois sous la Ve République. L'autre député qui avait été sanctionné, c'était parce qu'il avait frappé un de ses collègues. Et je suis donc frappé d'une peine aussi lourde pour un motif aussi banal finalement. Ce qui est un scandale, je vous le dis très simplement. Un scandale, c'est qu'on suit une manipulation de la France insoumise qui vise finalement à criminaliser en quelque sorte un propos politique sur la politique d'immigration. C'est-à-dire que dans notre pays, nous n'avons plus le droit de dire que nous sommes contre la politique d'immigration telle qu'elle est menée. Ça fait 3 jours quand même que on assiste à cette manipulation. Ça fait quand même 3 jours que la presse, même la presse locale, s'est engouffrée dans la brèche en soutenant que j'avais tenu des propos racistes. Ce qui est faux, tenir des propos racistes, c'est un délit et cela constitue donc à mon égard une diffamation. C'est extrêmement grave quand même ce qui s'est passé. Et alors vous allez attaquer la presse en diffamation? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose effectivement parce qu'il y a un moment, madame, où il y a quand même des limites et on peut pas tout se permettre et on peut pas non plus mentir de façon délibérée. On va d'abord faire juste une analyse juridique. Moi, j'ai sous les yeux le règlement de l'Assemblée nationale, discipline, immunité et déontologie. Pour faire l'objet de peines disciplinaires, tout membre de l'Assemblée qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. C'est le cas. Après, qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. C'est pas le cas. Qui a fait appel à la violence en séance publique, c'est pas le cas. Qui s'est rendu coupable d'outrage ou de provocation envers l'Assemblée ou son président, c'est pas le cas. Qui s'est rendu coupable d'injures, de provocation, président de la République, Premier ministre, membre du gouvernement, c'est pas le cas. Qui s'est rendu coupable d'une voie de fait dans l'enceinte de l'Assemblée, c'est pas le cas. Et voilà, c'est les cas pour lesquels on prend des sanctions. Là, on n'est dans aucun des cas. Donc on a juste trouvé qui se livre à des manifestations, trouver l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Mais l'insulte raciste, elle pourrait quand même être retenue. Oui, et je vais vous dire comment. Ouais. Il faudrait à ce moment-là que le député porte plainte. Pourquoi? Parce qu'il ne serait pas condamné. Donc c'est peut-être... Parce que si vraiment monsieur Martins considère qu'il y a insulte raciste, il faut qu'il porte plainte. Bien sûr. Oui. Mais il y a est-ce que vous vous souvenez bien le moment de la question de ce parlementaire qui évoque donc le bateau là. Et c'est vrai que c'était un moment dans l'Assemblée où il n'y avait pas pour le coup de tumulte. Le fait que la parole qu'il retourne en Afrique ait pu faire l'objet dans les secondes qui a suivi d'une interprétation qui s'est avérée fausse, il parlait du bateau et pas du député, dont acte, c'est ce moment-là qui a créé le tumulte. Non, mais je dis là, je suis factuel. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça, je suis désolé. J'ai regardé un peu. Alors je vais te dire, d'abord, on doit constater que si la gauche a perdu la bataille des idées, elle est encore capable de gagner la bataille de l'émotion. Mais cette émotion, elle s'est construite sur un mensonge. C'est qu'au début, on a fait croire mensongèrement qu'il avait dit « retourne en Afrique », ce qui aurait été incontestablement raciste. Or, c'est le verbatim
ultime de l'Assemblée, c'était qu'il retourne en Afrique. Arrive le Et lendemain. on parlait donc des bateaux. Mais c'était trop tard. Non, il n'arrive pas le lendemain, il arrive le soir. Moi, j'ai fait l'émission le soir. Mais ce que je veux dire, Non, mais il arrive 2 heures plus Ce que tard. je veux dire, c'est sur cet emballement médiatique-là construit sur un mensonge, c'est-à-dire que on a reproché il y a 15 jours aux gens d'avoir instrumentalisé une triste vérité, la pauvre Lola. Là, on a instrumentalisé un mensonge. Et ce qui est pire de tout, c'est qu'on a fabriqué un martyr de pacotille. Et ce martyr de pacotille, il est quand même gracieux. C'est quelqu'un qui soutient le mouvement Miligorus, qui sont des Turcs islamistes. C'est quelqu'un qui soutient un terroriste palestinien qui a attenté à la vie d'un rabbin. C'est quelqu'un qui est du meilleur mieux avec l'organisateur d'une Toutes ces manifestation. informations, évidemment, moi je ne peux pas les vérifier en même temps que vous non, parlez. non, Donc elles engagent, elles vous engagent C'est vous. quelqu'un qui est un enseignant, qui a eu un cursus. Je les ai Mais écrits non, dans on le peut pas Figaro. réduire. Non mais j'entends bien. J'assume tout. Je précise que c'est votre... Voilà. Non, mais je peux vous documenter. Miligorus, je ne l'avais jamais entendu. Miligorus, j'ai produit la photo où il a Miligorus. Il ne s'est pas caché de soutenir le terroriste palestinien. Il a reconnu devant la justice israélienne qu'il avait participé à la tentative de l'assassinat d'un rabbin. Ce sont des faits. Et enfin... Tu fais un procès politique. Non, mais, alors que vous dénoncez, à contrario, notre procès politique. Participer à l'attentat de quelqu'un, c'est pas... Il participe à l'attentat. Si, il a reconnu... Si vous me permettez, d'ailleurs, le tumulte, c'est il a LFI reconnu qui a fait le tumulte. C'est pas... Mais LR se lève, y compris des députés au sein du groupe LR disent RN dit ça nous a embêtés. Je termine. Donc pendant 5 jours, on s'est construit sur un mensonge. Et pour répondre directement à votre question juridique, il n'y a pas une chance sur 1 milliard, si jamais il venait à l'esprit de ce député et faux martyr, de demander raison juridique à M. de Fournas. Dès l'instant où il a dit qu'il retourne en Afrique et qu'il visait les bateaux, en tous les cas qu'ils le disent, même dans un 17e correctionnel qui est parfois un peu sévère, eh bien, il serait innocenté. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Assemblée l'a innocenté. C'est tout. Monsieur de Fournas, on l'a reçu. J'ai été le premier à lui dire que ça manquait. Inopportun. C'est pas malin, quoi. Au-delà de ça, c'est inapproprié. C'est-à-dire que ce sont des gens qui souffrent, des migrants, ce sont des gens pour qui on peut avoir une compassion. Il a réussi au fait que plus personne s'indigne de ça. Alors ça, il a réussi. Quoi qu'on pense de ce sujet, on peut en parler différemment de la manière dont il en a parlé. C'est-à-dire que c'est pas convenable de dire qu'il retourne en Afrique. C'est pas une bonne formule. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Jordan Bardella ce matin sur RTL. Je ne les aurais pas prononcés parce que, si vous voulez, ça laisse le flanc à ce type de débat. Et ça fait maintenant 1 semaine qu'on est là-dessus. Mais je ne veux pas qu'il y ait de sous-entendus ou d'accusations de racisme à son égard. Le bureau de l'Assemblée l'a écarté. On a posé la question démocratique de l'accueil de migrants en France. Il y a dans notre pays une majorité de Français qui ne souhaitent pas accueillir une immigration supplémentaire. Et je note qu'en la matière, nous sommes les seuls à proposer une rupture avec la politique d'immigration. À l'issue de cette histoire, vous avez dit quoi aux députés que vous avez, j'imagine, tous vus ce week-end? Tenez-vous bien. Je lui ai dit que c'était pas très fin, mais que je crois qu'il était absolument fondamental de ne pas lâcher sur le fond et de ne pas céder à l'entreprise de malhonnêteté qui a été lancée par le ministre de l'Intérieur, dont le bilan en matière d'immigration est absolument catastrophique. Et moi, je veux dire, ce qui m'indigne, c'est que une très grande partie de la délinquance et de la criminalité, notamment ici à Paris, en Ile-de-France et partout en France, est liée à notre incapacité à protéger la France d'une immigration massive. Bon. Il fait un pas de côté tout à l'heure par rapport à son discours ce week-end. Olivier, est-ce que vous pouvez laisser parler? Je veux dire, on n'entend que vous sur le plateau. Non, ce n'est pas vrai. Gilles William a pu développer une pensée. J'ai dit 2 mots. Non, Gilles William a pu développer un propos. Donc je me tais. J'ai de nouveau mangé mon temps de parole. Voilà. Il y a un mauvais climat. Il y a un mauvais climat. Non, je dis simplement qu'il fait un pas de côté par rapport à ce qu'il a dit ce week-end. On n'entend pas. Mais non, il a dit la même chose. Mais on ne peut pas entendre Geoffroy. Il a dit exactement la même chose tout le temps. Vous voulez que je vous ressorte ce qu'il a dit dimanche et en plus vous dites une contre-vérité. Mais il a dit la même chose. Si je peux me permettre, Pascal, Olivier d'Artigol fait du tumulte. Ah oui, vraiment, non, vous allez être sanctionné. Ces gens-là ont tous les droits.
Pardon, je plaisante, c'est une vanne évidemment. Allez. Non, Allez-y. alors, moi, je trouve que c'est une des manipulations qui m'a le plus scandalisé de ces dernières années depuis que je m'intéresse au traitement médiatique, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez dit tout à l'heure au tout début, on n'en parle plus, c'est fini. Mais pourquoi en fait? Parce que le système a obtenu exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il y a un incident sur lequel on peut avoir un avis, vous avez un avis, moi j'en ai un différent, je pense qu'il a le droit de dire qu'il retourne en Afrique, mais peu importe, il y a un incident. Il a le droit. Mais ça me paraît pas. C'est un autre sujet. Forcément délicat ou approprié. Vous avez le droit de le penser. C'est un autre sujet de débat. Il y a un incident, il y a une manipulation. Il y a même un mensonge, parce qu'en réalité, l'invention de retourne en Afrique, vu que ça n'a pas été prononcé comme ça, c'est une invention. Ensuite, il y a une décision de l'Assemblée qui est mensongère également, c'est-à-dire qu'on voit des images, il est raccompagné par des huissiers comme s'il allait s'évader pour rester à l'Assemblée nationale à toute force, comme dans les dictatures, pardon, mais c'est exactement ça qu'on a vu. Et ensuite, vous avez les médias. Personne ne s'est corrigé. Personne n'a dit en fait, finalement, on avait mal compris. Bien sûr. Mais personne les ne l'a propos fait. racistes, moi j'ai entendu les propos racistes du député. La dépêche AFP. La dépêche AFP, bien sûr. Bien sûr. Qui a demandé pardon aux députés pour et des chaînes info que je ne citerai pas parce que je ne les cite jamais lorsqu'elles font une erreur. Et c'est pas une chaîne d'info. Donc, si je puis me permettre, tout ça est factuellement avéré. Je ne suis pas en train de donner une opinion, je suis en train de raconter ce qui s'est passé. On devrait lui présenter des excuses, tous collectivement, pour avoir fait cette polémique. Le mec était censé, le député, pardon, était censé être nommé, je crois, ce week-end, porte-parole du Rassemblement national. Évidemment, ça lui passe sous le nez. Apparemment pas. Parce que, bon, peu importe. Bon, sa vie a changé quand même ces derniers temps. Ses enfants sont insultés, etc. Et attendez, juste, je termine là-dessus. Le système a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la mort sociale quasiment, et le fait qu'il soit évincé de l'Assemblée nationale, sanction gravissime, alors qu'il n'a rien fait. Donc, et les LR se sont levés. Petite info. Les LR se sont levés. Ils se sont couchés en réalité. Mais... Oui, les LR se sont couchés. Mais les LR, ils vont le payer. Hein. Parce que leur électorat va leur faire payer ça. Et les électeurs du LR, ils vont vraiment se détourner. Mais vous vous rendez compte? Parce que cette absence de courage des LR, elle est très significative. Il y a plus grave que les LR, Pascal, si je me permets, c'est vraiment, on est rentré dans un système mensonger où le mensonge est devenu roi. Et dans cette affaire, celui qui dit la vérité, en l'occurrence, c'est ce qu'on essaye de faire un peu ici, et le pauvre, quand il se dépense, c'est ce qu'il essaye de faire, n'est pas entendu. C'est fini, c'était fini. Il était mort, il était condamné d'avance. Mais ce que je veux dire, pardon de le dire et de contredire monsieur le nouveau président, au niveau du droit maritime, quand vous avez un bateau qui part de Libye ou qui part de Tunisie et qu'il est intercepté par les douaniers, il doit repartir en Afrique du Nord. Oui, mais pas de la forme n'est parce que la forme n'est pas convenable. Jérôme qui parle peu. L'élection de M. de Fournas est sous le coup d'un recours de la part de son adversaire d'Horizon, qui était arrivé au second tour de la législative. Il est possible qu'il soit invalidé pour d'autres raisons que celle-ci. Et ça m'intéresserait de voir, en cas d'invalidation, bien sûr, quelle serait la sanction ou pas des électeurs sur M. de Fournas. Bon. Je ne vais pas souhaiter qu'il soit invalidé parce que ce serait pas... Et puis c'est pas mon job, et puis l'administratif fait très bien son travail, mais... Il nous reste 10 minutes. Ça peut arriver. Il nous reste 10 minutes. Je voulais vous faire écouter ce qu'a dit le pape. Et vous allez me dire si est-ce que le pape est dans son rôle ou est-ce qu'au contraire, il ne l'est pas parce qu'il fait de la politique, mais on peut aussi considérer qu'il est le messager, en tout cas il le pense forcément, le pape, du message précisément du Christ. Écoutez ce qu'a dit le pape sur les migrants. Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, défendus et intégrés. Si vous ne remplissez pas ces 4 étapes, vous ne faites pas votre travail vis-à-vis des migrants. Tous les pays de l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur le nombre de migrants qu'ils peuvent accueillir. Mais c'est constant chez lui. Hein. Depuis qu'il a accédé aux plus hautes fonctions de l'Église, il dit cela et il a été élu en connaissance de cause, puisque quand il était cardinal en Amérique latine, il avait déjà cela. C'est la doctrine sociale de l'Église. On a même dit que c'était un pape, entre guillemets, communiste. Après, la question qui se pose, est-ce que les papes doivent faire de la politique? Ils en ont toujours beaucoup fait. Lorsque Jean-Paul II a très largement contribué à faire exploser le bloc communiste, en tant qu'ancien Polonais, il appuyait là où ça faisait mal. On ne le lui a pas reproché. Simplement, ce pape-là a certainement des prises de position qui peuvent nous déranger, nous choquer, nous interpeller, évidemment. Enfin, moi, je suis mal placé pour parler du christianisme, mais il me semble que c'est le premier pape post-chrétien. C'est-à-dire qu'il fait passer l'eau. Ah oui,
Il fait passer l'autre avec un A majuscule avant son propre peuple. Il pense davantage aux migrants qui viennent d'Afrique plutôt qu'aux pêcheurs de Lampedusa. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste du christianisme. Moi, je suis pas loin de penser comme William, mais parce que je suis catholique, je vais tordre le cou à une fake news. Pas mal de gens pensent que le pape engage, vous savez, l'Église déjà, et son infaillibilité, la fameuse infaillibilité pontificale. Il engage l'Église, oui, le pape engage l'Église. Détrompez-vous, justement. Détrompez-vous. Vous avez dit le message du Christ, etc. Il y a vraiment un sujet, l'Église a varié sur cette question, et elle s'est aussi opposée à l'immigration. Elle a aussi un discours pour expliquer que les gens doivent vivre là où ils sont nés et y vivre le mieux possible, etc. Et en fait, le pape engage son infaillibilité dans des cas extrêmement précis, qui sont d'ailleurs liés en général à la théologie ou à la doctrine, à la foi en réalité. Et là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'il fait. Donc, ce que vous avez diffusé comme extrait, c'est pas ce que pense l'Église et ce que pense Jésus de l'accueil des migrants, c'est ce que pense un citoyen argentin dont la vie n'engage que lui. Dans la mesure où il est pape, ça l'engage un peu plus que le citoyen argentin qu'il est resté. Il pas seulement que cela. Est-ce que vous vous souvenez de son début de pontificat où il y a l'une des premières encycliques, Tous frères, je crois, où il s'explique sur sa démarche et il la présente comme un retour aux évangiles. Et sur ce combat qui n'est pas un combat qui date uniquement de son élection, mais qui est aussi son itinéraire dans l'Église, il a une parole très forte pour dire que si l'Église n'est pas à côté de ceux qui sont le plus dans le dénuement, dans la misère et dans la pauvreté, les migrants étant cela ô combien, c'est donc une fidélité à son engagement. S'entend au sein de la chrétienté, en tout cas. Et chez les catholiques, disons-le. Ça existe. Ça s'entend. Non, mais dans une partie. Ce que j'ai dit n'est pas totalement hérétique. Quand vous lisez la vie, c'est la même chose que famille chrétienne. Voilà, il y a deux courants différents. Actuellement, les plus papistes, c'est les gauchistes. Alors, c'est un peu spécial quand même. Ça nous est. Non, mais ce que vous dites dans l'histoire, ça peut ne pas nous arriver aussi. Là, on prend. Sur l'encyclique, vous avez raison. Mais en fait, il exprime un point de vue qui peut être discuté, etc., mais qui n'engage pas, en fait, les catholiques. On n'est pas tous obligés d'être d'accord avec. Non, mais qui engage l'Église. Non, mais non, c'est l'Église. Oui, l'Église de Rome. Mais le problème, si vous voulez, c'est que. C'est comme si vous disiez que quand Macron dit quelque chose, ça n'engage pas la France, ça n'engage pas ses ministres. On a eu ça dans l'histoire, si vous me permettez. Je ne voudrais pas qu'on parle de. Il y a eu un précédent dans l'histoire. C'est un peu casse-gueule. Ça a été un sujet qui a été sensible. Bon, Gad Elmaleh, justement, puisque nous parlons, et ça c'est très intéressant. Gad Elmaleh, il était chez nous ce week-end dans l'émission Enquête d'esprit, et il dévoile dans son nouveau film Reste un peu, qui sortira le 16 novembre, il évoque son cheminement spirituel vers l'Église catholique, et il parle d'un coup de foudre pour la Vierge Marie. Et je rappelle que, le concept, non pas le concept d'ailleurs, le dogme de l'Immaculée Conception ne concerne pas le Christ, mais concerne la Vierge Marie, parce que tout le monde confond un peu. Le Christ est né des amours de Joseph et de Marie, précisément, alors que la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception. C'est deux choses qui sont différentes et parfois confondues. Écoutez, oui, mais je vois que je vous ai perdu. Je vois que je vous ai perdu. Je vois que je vous ai perdu. Bon. On a la tête de l'âne dans la crèche. Bon, écoutez le coup de foudre de Gad Elmaleh pour la Vierge. Ça me dépasse complètement. C'est Isaac Chary, le producteur du film, il me parle d'un coup de foudre à chaque fois. Il me dit, comment tu veux expliquer un coup de foudre? Un jour, dans un débat, il y a quelqu'un qui me dit, mais comment c'est possible Et Isaac a dit, mais Isaac qui est juif pratiquant, il dit, mais comment vous voulez expliquer un coup de foudre? Comment vous voulez expliquer l'amour? Comment vous voulez expliquer la grâce? Comment vous voulez expliquer être touché? Je pense que s'il y a la dernière des choses qu'il faut même tenter d'expliquer, c'est ça. L'Immaculée Conception est la conception de la Vierge Marie sans tache, c'est-à-dire exempte du péché original. Ce point de foi a été défini par un dogme de l'Église catholique qui a été proclamé le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Ce point de foi existait déjà de manière documentée depuis au moins le IVe siècle dans les récits de plusieurs pères de l'Église. Cette croyance ne doit pas être confondue par erreur, comme cela arrive souvent, avec la conception virginale de Jésus-Christ, c'est-à-dire le dogme de l'incarnation. L'Immaculée Conception se rapporte uniquement à sa conception de la Vierge Marie dans le sein de sa mère. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la Vierge Marie a eu un enfant par manière naturelle. Oui, vous avez raison. Là-dessus, Vos propos étaient ambigus. Il y avait une ambiguïté que vous avez su lever. Mais Gad Elmaleh. Je trouve ça très beau qu'un artiste
ne soit pas simplement là pour parler de son film qui est le meilleur qu'il ait jamais tourné, de sa prestation qui est celle de la maturité, mais qui ait des propos un peu de fond et un peu étonnants, détonnants, originaux dans un monde matérialiste. Voilà. Enfin oui, ce qui pourrait aussi étonner, surprendre, voire choquer, c'est qu'un juif qui s'assume en tant que juif puisse se reconnaître, enfin reconnaître sa foi presque catholique. Je sais On a pas le droit de où il en changer est. de religion. Je sais pas où. Non, mais ça pourrait choquer. Personnellement, ça ne me choque pas du tout. Je me sentais très proche de Monseigneur Lustiger, qui à la fois était ce qu'il était, né juif, et on a récité le Kaddish le jour de sa mort. Donc il n'y a pas, à mes yeux, de contradiction, loin s'en faut. Gad Elmaleh qui parle également du choc qu'il a reçu lorsqu'il est entré dans une église. On me dit, tu vois, tous les matins, en passant devant carrément, sans même que j'aie demandé, mon père me disait, cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. Et moi, forcément, à 6 ans, un enfant à qui tu dis, il ne faut pas rentrer dedans, tu ne penses qu'à une chose, c'est au jour où tu vas rentrer dedans. Et puis un jour, en revenant de l'école, avec un pote musulman, lui, je dis, mon père, il me dit qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Il me dit, c'est incroyable, moi aussi, je n'ai pas le droit. Et j'en parle à ma sœur qui me dit, non, il paraît qu'il y a des trucs que tu ne dois pas voir là-dedans. Et forcément, on y rentre. Et alors, en rentrant dans cette église, je ne sais pas que c'est une église, je pousse la porte. Et c'est là que c'est fou, parce que ma sœur vit simplement elle visite un immeuble, hein, elle est rentrée comme dans une boulangerie. Et moi, j'y vois autre chose. Bon, il paraît que j'ai dit péché original, c'est évidemment péché originel. J'espère que je n'ai pas dit péché original. C'est terminé, en tout cas. On termine avec 2 infos au foot. PSG Bayern. Ça pourrait difficilement être pire. Ouais. Exactement, mais surtout Juventus. Là, ça pourrait difficilement être mieux. Là, ça va être magnifique. Match en 95-96. Et match retour à Nantes. Match retour à Nantes, ce qui fera plaisir à tout Nantes et bravo donc. Match aller au Stadio degli Alpi. Bravo évidemment à tous ceux qui dirigent le FC Nantes sur le plan sportif, Antoine Camboiré, et sur le plan du club évidemment avec Valdemar Kita qui va retrouver un 16e de finale de Coupe Europa. Pas n'importe lequel. Et pas de parti pris. Bravo à lui, c'est tout. Bravo à ce club magnifique. Monsieur Ben Kimoun, dans quelques secondes, il n'est pas là, mais il arrive. À demain.